donner la parole à Kémy Seba pour sa chronique géopolitique de la semaine. Cette semaine, il va nous parler de... Bonsoir, très cher frère. L'actualité... Et bonsoir, mon cher. Bonsoir. L'actualité est très chargée, comme on le sait tous, mais on n'a pas envie d'être rébarbatif, puisqu'aujourd'hui, le terrorisme est devenu un élément qui est aussi présent que la météo. Et en parler régulièrement, souvent, nous orienterait dans une direction qui est peut-être voulue par d'autres qui veulent créer ce climat de peur. On va parler de quelque chose qui concerne l'Africain en priorité, mais aussi d'autres contrées. En l'occurrence, le phénomène du land grabbing. Est-ce que certains ont déjà entendu parler du land grabbing ici? Land grabbing, exactement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Bien sûr. D'accord. Et la Bible aussi? Au Zimbabwe ou bien... Voilà, au Zimbabwe entre autres, mais pas simplement. Et bon, donc on va définir quand même pour ceux qui ne le savent pas, on va traduire déjà, c'est l'accaparement des terres, évidemment. Je n'ai pas posé la question à Lune puisque je sais que tu connaissais non, moi, évidemment ce concept. Je réponds plus au quiz. Bref, donc pour être le plus synthétique possible, parce que le sujet nécessite malheureusement quand même qu'on approfondisse, les accaparements de terres sont des acquisitions ou des concessions foncières qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Elles sont contraires aux droits de l'homme. Bon, pas le droit de l'homme dans ce qu'on nous présente aujourd'hui, parce que vous savez la distance critique qu'on peut avoir avec ce dernier, et en particulier au droit inaliénable des femmes à avoir un traitement équitable. Elles ne reposent pas sur le consentement préalable, libre et éclairé des usagers affectés, c'est fâcheux, et surtout, elles ne reposent pas sur une évaluation minutieuse ou ne tiennent pas compte des impacts sociaux, économiques et environnementaux. C'est des choses que l'on se doit quand même de préciser lorsqu'on parle de ce phénomène d'accaparement des terres. Ce phénomène-là est lié à un autre processus dont on parle pas très souvent, mais qui pourtant est extrêmement présent dans les politiques mondiales et globales de manière générale, en l'occurrence le phénomène de ce qu'on appelle le malthusianisme. Qu'est-ce que le malthusianisme? C'est une idéologie qui a été théorisée par M. Malthus, qui pensait qu'il fallait diminuer la population pour qu'on puisse être capable de pouvoir profiter des ressources naturelles dans ce monde, et que s'il y a surpopulation, on finira tous par se tuer sans tuer. La théorie de notre ami qui était passé la dernière fois, Pierrot. Exactement. Il a poussé voilà, très loin, mais c'est un camarade. Si on a des accords sur certains points, c'est un camarade. Et donc, il faut aussi contextualiser, quand on parle justement de ce malthusianisme-là, les pressions s'accumulent, une population mondiale prévue de dépasser 9 milliards de citoyens d'ici 2050. Je ne sais pas si tu te rends compte, Lyoun, contre 7 milliards aujourd'hui et 3 milliards en 1950. On est passé de 3 milliards à, en 2050, probablement 9 milliards. L'utilisation de ressources naturelles a été multipliée par 10 en un siècle seulement, et pourrait doubler de nouveau d'ici 2030 d'après le Stockholm Environment Institute. Excusez-moi pour mon accent mauvais anglais, je suis un panafricaniste francophone. La demande mondiale en énergie et en eau est aussi prévue d'augmenter respectivement de 30 à 40% au cours des 20 prochaines années, et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la demande en nourriture, en aliments, pour le bétail et en fibres textiles est prévue d'augmenter de 60% d'ici 2050. Sur la même période, la quantité de terres arables disponibles diminuera de 1,5% par an et par personne, toujours selon la FAO. Résultat, les Nations Unies ont évalué qu'au niveau mondial et pour l'année 2015, les pertes dues aux catastrophes s'élèveraient probablement à environ 314 milliards de dollars. Si la vision malthusienne ne s'est pas réalisé jusqu'ici entièrement, les gains de productivité compensant l'augmentation de cette population, les limites à la croissance deviennent néanmoins de plus en plus visibles, et en ce sens, le malthusianisme est présent. Quand on parle de ces mains basses sur les terres arables, il est nécessaire d'essayer de comprendre le phénomène, ce processus qui fait que des multinationales, issues pour la plupart du temps de pays riches, mais pour une fois, et je pense qu'il est bien de le préciser, ce n'est pas des multinationales uniquement installées dans les nations occidentales. On n'est pas là pour diminuer la responsabilité, mais il faut préciser que aussi au Moyen-Orient, dans les pétromonarchies, et aussi dans certaines contrées du côté de l'Amérique du Sud, ou en Asie, on a des multinationales qui ont compris qu'il est nécessaire de passer des contrats. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, on a un bon nombre d'agriculteurs, bon nombre de paysans qui sont expropriés de leur terrain. On ne leur demande pas leur avis, exclus de leur droit à pouvoir, comment dirais-je, profiter de leur propre destinée, de leur propre terroir. C'est un petit peu ce dont parle l'invité dans un de ses chapitres de poésie, lorsqu'il parle d'africanisation, lorsqu'il parle de ce rapport à la terre. On a des multinationales qui sont aujourd'hui en train de faire un colonialisme qui n'est même pas simplement un colonialisme. Le colonialisme culturel, il peut y avoir une démarche qui est effectuée pour être dans comment dirais-je, une rétrocession de ce processus-là. On peut revenir dans une démarche de désaliénation. Mais lorsque l'on colonise cette terre-là, que l'on prend ces richesses-là et
qu'on les vide par la suite, lorsque l'on se retrouve à pouvoir reprofiter de ces terrains et qu'il n'y a plus rien, on sera la dernière roue du carrosse encore une fois. Et c'est pour ça qu'on en revient encore une fois, une énième fois, à ce rôle de ces sociétés civiles-là, africaines, mais pas simplement, sud-américaines pour celles qui sont touchées, de peser de tout leur poids auprès des autorités pour que ce patriotisme économique, pour que ce patriotisme agricole aussi puisse être plus que jamais présent. On ne peut pas, sous prétexte de la dollarisation des esprits ou de la monnaie chinoise des esprits, la yuan, on va faire un néologisme, la yuanisation des esprits, être dans cette optique de vendre des terrains qui appartiennent à des populations depuis des siècles. Il faut que nos dirigeants, on va se centrer sur l'Afrique et j'en terminerai par là, aient ce regard, cette compréhension que le sol est le coffre-fort d'un peuple. Celui qui ne protège pas son sol ne peut pas exiger ou ne peut pas songer à avoir une certaine émergence. On ne peut pas parler d'émergence en bradant nos territoires à des nations extérieures qui ont vidé leur propre sol et qui ont pour finalité de vider le nôtre aussi. On doit prendre soin de nos agriculteurs, on doit prendre soin de nos terrains parce que dans ces terrains se trouve probablement le coffre-fort de notre destin. C'était donc notre chronique au sujet du land grabbing. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais on veut être le plus intelligible pour la masse et que la masse comprenne que ce processus-là nécessite une responsabilité de chaque citoyen. Il ne faut pas attendre que l'État change de comportement, il faut que les sociétés civiles africaines changent d'attitude et passent d'une passivité à une réactivité réelle pour agir et faire le plus de bruit possible pour que nos dirigeants changent leur fusil d'épaule. Voilà, c'était notre chronique de cette semaine. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés.